Voici la science occulte de la respiration par William Walker Atkinson. Chapitre 1. Prologue. Les conceptions occidentales sur les yogis, leur philosophie et leurs pratiques sont souvent imprécises, largement influencées par des récits pittoresques décrivant des fakirs et des mendiants prétendument omniprésents sur les routes et dans les villes de l'Inde, s'autoproclamant yogi. Cependant, le yogi typique n'est ni un fanatique négligé ni un hindou ignorant, immobile dans une posture figée jusqu'à ce que son corps se rigidifie, levant les bras pour rester ainsi toute sa vie, ou serrant le poing au point où les ongles percent la paume de la main. Bien que des individus de cette nature puissent exister, pour le véritable yogi, leur prétention au titre de yogi semble aussi absurde que celle d'un vendeur de placebo se faisant passer pour un docteur en chirurgie devant le recteur de l'université de Harvard. Il est possible d'affirmer l'existence d'une science yogi parfaitement définie, développée par l'expérience transmise de maître à disciple à travers les siècles, tant en Inde que dans d'autres pays de l'Est. Ces hommes consacraient leur temps et leur attention au développement physique, mental et spirituel de l'homme. La désignation yug, issue du sanskrit et signifiant unir, fut finalement appliquée à ces recherches et enseignements. De cette même racine découle le mot français yugo, avec une signification comparable, bien que les relations étymologiques soient multiples. Salut entrepreneur, si je te dis que tu peux facilement ajouter entre 100 000 et 800 000 euros par an à ta rémunération en rachetant des entreprises. Il convient de noter que le yogi s'engage dans un effort discipliné pour gouverner son corps et son esprit, effort connu sous le nom de yoga, englobant des éléments physiques et spirituels interconnectés. La science de la respiration présente de nombreux points de convergence avec le yoga. Bien qu'elle se concentre principalement sur le développement du corps physique, elle englobe également le domaine du développement spirituel. Les yogis hindous accordaient toujours une grande importance à la respiration, la considérant comme essentielle pour atteindre leurs objectifs. Bien que certains éléments des enseignements yogis aient été mentionnés par plusieurs auteurs occidentaux, l'auteur de ce travail a choisi de présenter de manière simple et claire les principes fondamentaux de la science de la respiration, ainsi que certains des exercices et méthodes préférés des grands maîtres yogis à l'Occident. Dans cet ouvrage, nous essaierons de faire référence à la vision occidentale, qui complète en de nombreux aspects la vision orientale, et nous aborderons les concepts en utilisant un langage courant, évitant les termes sanscrits qui sont source de confusion pour la plupart des lecteurs occidentaux. Dans la première partie de cet ouvrage, nous nous concentrerons sur l'aspect physique de la science de la respiration, puis nous aborderons les aspects psychiques, mentaux et spirituels. On nous pardonnera de ressentir de la fierté d'avoir résumé tant d'enseignements yogis en si peu de pages, sans avoir recours à des mots et expressions incompréhensibles. Bien que nous craignions que certains puissent considérer l'ouvrage comme trop simple et peut-être ne pas lui accorder l'attention qu'il mérite, nous savons que, contrairement à ce que l'on pense souvent, les fondements de la pensée orientale sont faciles à comprendre, profonds et très pratiques. Chapitre 2, Respirer, c'est vivre. La vie dépend de l'acte de respirer. Respirer, c'est vivre, et vivre, c'est respirer. Respirer, c'est vivre, et il n'y a pas de vie sans respiration. Tout ce qui vit doit son existence à sa capacité de respirer. Tous les animaux et toutes les plantes, dès leur naissance, aspirent de l'air pour la première fois, marquant ainsi le début de leur vie sur Terre. Un vieillard expire faiblement une dernière fois, cesse de respirer et met fin à sa vie. Depuis la première inspiration dans la petite enfance jusqu'au dernier soupir de la vieillesse, il se déroule une longue succession de respirations continues. La respiration est la fonction la plus importante du corps, car toutes les autres fonctions dépendent incontestablement d'elle. L'homme peut vivre de longues périodes sans manger, et même quelques jours sans boire, mais sans respirer, il ne survit que quelques minutes. Cependant, la survie n'est pas la seule chose liée à l'acte de respirer, car la façon dont on respire influencera la vitalité de l'individu et sa résistance aux maladies. Une maîtrise intelligente de la faculté de respirer procure un bénéfice inestimable pour la santé physique, mentale et spirituelle. À l'inverse, une respiration négligée raccourcit nos jours, diminue notre vitalité, notre intelligence, notre bien-être,
et nous rend plus susceptibles de souffrir de nombreuses affections et maladies. L'homme, dans son état naturel, tout comme l'animal et l'enfant, respire naturellement et correctement. Cependant, dans de nombreux cas, la civilisation a exercé une influence négative sur notre capacité innée de respirer correctement et naturellement. Le pourcentage d'hommes civilisés qui respirent correctement est très faible, ce qui se traduit par des poitrines enfoncées et une augmentation exponentielle des maladies du système respiratoire. Tous les experts, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, s'accordent à dire que la relation entre la respiration naturelle et la santé est évidente, directe et explicable. La science occidentale démontre que la santé physique dépend en grande partie d'une respiration correcte. Les instructeurs d'Orient non seulement reconnaissent que leurs homologues occidentaux ont raison, mais soutiennent également qu'en plus des avantages physiques découlant d'une respiration normale, il est possible d'accroître la puissance mentale de l'homme, ainsi que sa joie de vivre, son autocontrôle, sa clarté mentale, sa moralité et son développement spirituel grâce à la pratique soignée de la science de la respiration. De nombreuses écoles de philosophie orientale se sont fondées sur la science de la respiration, et l'Occident peut en tirer d'énormes bénéfices lorsqu'il commence à adopter la sagesse millénaire de l'Orient en matière de respiration. La théorie de l'Orient associée à la pratique de l'Occident produira des résultats abondants. Ce livre traitera de la science de la respiration, englobant tout ce que connaît le physiologiste occidental ainsi que l'aspect psychique et spirituel du sujet. Il ne se limite pas à la simple respiration profonde telle que décrite par les scientifiques occidentaux, mais il explore les aspects moins connus de la question, montrant comment les sages orientaux gouvernent leur corps et développent leur capacité mentale et leur aspect spirituel grâce à la pratique minutieuse de la science de la respiration. Le yogi pratique des exercices par lesquels il acquiert la maîtrise de son corps et apprend à diriger une plus grande quantité d'énergie vitale ou de prana vers n'importe quel organe ou partie du corps, renforçant ainsi l'organe ou la partie désirée. Il connaît tous les effets physiologiques d'une respiration correcte, tout comme un physiologiste occidental, mais il sait aussi que l'air contient autre chose que de l'oxygène et de l'azote, et que l'oxygénation du sang n'est pas la seule transformation qui se produit lors de la respiration. Il connaît les effets de l'énergie sur le corps et l'esprit de l'homme, et il sait qu'il peut comprendre et utiliser de nombreux de ces effets. Il sait que la respiration rythmique le met en harmonie vibratoire avec la nature et favorise le développement de ses facultés latentes. En contrôlant sa respiration, il peut se guérir lui-même et les autres, éliminer la peur, les soucis et les passions néfastes, et améliorer sa personnalité. Le but de ce livre est d'offrir en quelques chapitres les bases d'une sagesse millénaire et inépuisable, de marquer le début d'un chemin menant à des destinations insoupçonnées qui durent autant que notre vie. Nous souhaitons inculquer à l'esprit occidental la notion de la valeur de la science de la respiration. Chapitre 3, Théorie exotérique de la respiration. Ce chapitre décrira les théories du monde scientifique occidental sur les fonctions des organes respiratoires et le rôle de la respiration dans la physiologie humaine. Dans les chapitres suivants, nous présenterons les théories supplémentaires et les faits confirmés par les recherches de l'école orientale. L'oriental accepte les résultats obtenus par la science occidentale et ajoute de nombreuses connaissances que les occidentaux n'acceptent pas encore, mais qu'ils découvriront et présenteront au monde en temps voulu. Nous donnerons maintenant une brève description des organes de la respiration. Les organes de la respiration comprennent les poumons et les voies respiratoires qui les dirigent. Les poumons sont au nombre de 2 et occupent la cavité pleurale du thorax, un de chaque côté de la ligne médiane. Ils sont séparés l'un de l'autre par le cœur, les vaisseaux sanguins principaux et les conduits d'air. Chaque poumon est libre dans toutes les directions, à l'exception de la racine formée principalement par les bronches, les artères et les veines qui relient les poumons à la trachée et au cœur. Les poumons sont constitués d'un tissu très élastique, leur donnant une texture spongieuse. Ils sont recouverts d'une fine et résistante enveloppe appelée la plèvre, dont l'une des parois adhère étroitement au poumon et l'autre à la face interne de la poitrine. Sa fonction est de sécréter un fluide qui permet aux côtés internes de glisser doucement l'un sur l'autre pendant la respiration. Les voies respiratoires comprennent l'intérieur du nez, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches. Lorsque nous respirons, l'air pénètre par le nez, où il est réchauffé au contact de la muqueuse, puis,
Après avoir traversé le pharynx et le larynx, il pénètre dans la trachée. La trachée se divise ensuite en de nombreux tubes appelés bronches, qui se ramifient à leur tour et se terminent dans de nouvelles et minuscules subdivisions de petits espaces d'air. Chacun des poumons compte des millions de ces petites cellules d'air. Quand j'ai commencé à vouloir accompagner les autres avec des outils de coaching et de mieux-être, j'ai commis toutes les erreurs possibles. Passer des heures à créer du contenu. On estime que si les cellules d'air des poumons étaient étendues de manière continue, elles couvriraient une superficie de plus de 1000 mètres carrés. L'air entre dans les poumons en raison de l'action du diaphragme, un muscle qui s'étend à travers le tronc et sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Le diaphragme fonctionne en quelque sorte de manière aussi automatique que le cœur, mais il peut devenir un muscle semi-volontaire par l'effort de la volonté. Lorsqu'il se dilate, il augmente la capacité de la poitrine et des poumons, ce qui fait baisser la pression atmosphérique interne des poumons, permettant ainsi à l'air extérieur de pénétrer dans le vide ainsi créé et de remplir les poumons. Lorsque la dilatation cesse, la poitrine et les poumons se contractent, augmentant la pression atmosphérique interne des poumons et expulsant l'air. Ce mécanisme d'entrée et de sortie de l'air s'effectue pour oxygéner le corps, ce qui est fondamental pour le rôle que joue le sang. Le sang est propulsé par le cœur le long des artères jusqu'aux capillaires, qui le distribuent dans tout le corps. Ensuite, par les veines, il retourne au cœur, qui l'envoie aux poumons pour qu'il s'oxygène, puis il repart dans le système artériel. Le sang artériel est d'un rouge brillant et possède des qualités et des propriétés vitales. Le sang des veines est d'un bleu plus terne et moins lumineux car il revient chargé des déchets de l'organisme. En partie comme un ruisseau frais des montagnes, il revient comme un écoulement boueux, se dirigeant vers l'oreillette droite du cœur. De l'oreillette, le flux sanguin passe par une ouverture au ventricule droit du cœur, qui l'envoie ensuite aux poumons. Là, les vaisseaux capillaires le distribuent dans les cellules d'air, où le sang impur se répartit dans les millions de délicates cellules d'air des poumons. Lors de l'inspiration, l'oxygène de l'air entre en contact avec le sang impur par le biais des vaisseaux capillaires, conçus de manière à ce que leurs parois ne soient pas suffisamment épaisses pour empêcher le sang de les traverser, mais suffisamment minces pour permettre à l'oxygène de pénétrer. Lorsque l'oxygène entre en contact avec le sang, il le charge d'oxygène et libère le dioxyde de carbone généré par les déchets et les substances toxiques collectées de toutes les parties du corps. Alors, le sang purifié et oxygéné retourne encore une fois au cœur, rouge foncé et brillant, chargé de propriétés et de qualités vitales. Lorsqu'il atteint l'oreillette gauche, il passe dans le ventricule gauche d'où il ressort pour circuler à nouveau dans les artères et distribuer de l'oxygène à toutes les parties de l'organisme. Chaque jour, environ 177 000 litres de sang passent par les capillaires des poumons, avec des globules alignés en simples fils, exposant leur côté à l'oxygène de l'air. Le sang artériel bien exposé à l'air contient environ 25% d'oxygène libre. On ressent vraiment une immense admiration et émerveillement face à la merveille infinie de la nature. Il est alors évident que si une quantité suffisante d'air pur n'atteint pas les poumons, le flux impur de sang veineux ne peut pas être purifié, et le corps demeure impur et dévitalisé. Il est également clair que sans une inhalation suffisante d'air, le sang ne peut pas poursuivre son travail, et le corps, sous-alimenté, tombe malade ou reste dans un état de santé fragile. Même si elle n'est pas la cause d'une maladie particulière, une mauvaise respiration peut se manifester par une complexion médiocre, tandis que la respiration correcte, et donc la circulation normale, donne une complexion robuste, lumineuse et pleine de vitalité. Si le sang n'est pas complètement purifié par le processus régénérant des poumons, il retourne dans les artères sans avoir été débarrassé de ses impuretés, c'est-à-dire sans que les impuretés prises au cours de son voyage de retour aient été éliminées. Si ces impuretés retournent dans le système, elles se manifesteront sous une forme de maladie du sang ou toute autre maladie résultant du fonctionnement anormal d'un organe insuffisamment nourri. Lorsque le sang est correctement exposé à l'air dans les poumons, ces impuretés sont éliminées, et il absorbe de l'oxygène, qu'il transporte ensuite vers toutes les parties du corps. Le sang, comme nous l'avons vu à travers les vaisseaux capillaires, atteint chaque cellule, tissu, muscle et organe, les vitalisant et renforçant,
remplaçant les cellules et les tissus usés par de nouveaux matériaux que la nature transforme pour son usage. Il convient également de rappeler que l'ensemble du corps reçoit de la nutrition de la nourriture assimilée. Par conséquent, si l'assimilation est imparfaite, la nutrition sera toujours incomplète et l'organisme s'affaiblira. Étant donné que la fonction digestive dépend matériellement d'une certaine oxygénation de la nourriture, ce qui n'est possible que lorsque l'oxygène entre en contact avec la nourriture, il n'est pas surprenant que les poumons faibles soient si fréquemment associés à de mauvaises digestions. Chaque particule de nourriture ou de boisson doit être oxygénée pour qu'elle puisse libérer ses caractéristiques nutritives et pour que les déchets du corps aient les conditions nécessaires pour être éliminés du système. Une quantité insuffisante d'oxygène signifie une nutrition, une élimination et une santé imparfaite. Ceux qui respirent bien ont beaucoup moins de chances de s'enrhumer que ceux qui respirent de manière inadéquate, et ils ont généralement une abondance de sang bien oxygéné, ce qui leur permet de résister aux changements de température. Outre les processus importants déjà mentionnés, l'acte de la respiration exerce les organes et les muscles internes. Les auteurs occidentaux sur le sujet n'ont généralement pas tendance à s'attarder sur ce fait, bien qu'ils le connaissent, tandis que les orientaux l'apprécient à sa juste valeur. Dans une respiration incomplète, toutes les cellules des poumons ne fonctionnent pas, ce qui entraîne une perte de capacité pulmonaire, le système souffrant proportionnellement au manque d'oxygénation. Les animaux dans leur état naturel respirent naturellement, et il est indiscutable que l'homme en a fait de même. Cependant, le mode de vie adopté par l'homme civilisé l'éloigne de la respiration naturelle. C'est pourquoi nous devons redécouvrir la manière de respirer conformément aux desseins de la nature. Chapitre 4. Théorie ésotérique de la respiration. La science de la respiration présente deux aspects, un aspect ésotérique ou interne, et un aspect exotérique ou externe. L'aspect physiologique que nous avons brièvement décrit peut être considéré comme la partie externe ou exotérique de la question, tandis que l'aspect que nous allons explorer ici est l'aspect ésotérique ou interne. Dans toutes les régions du monde, mais particulièrement dans les pays orientaux, certains maîtres enseignent à un nombre restreint de disciples, généralement en secret, qu'il existe dans l'air une substance ou un principe à partir duquel dérive toute activité, vitalité et vie. Les noms donnés à cette substance varient, de même que les suppositions qui découlent de son existence, mais le principe fondamental est le même dans tous les enseignements et philosophies occultes, et pendant des siècles, il a fait partie des enseignements des yogis orientaux. Dans ce livre, nous désignerons ce principe par le terme prana, un mot sanskrit signifiant énergie absolue ou énergie fondamentale. De nombreux occultistes soutiennent que le prana, tel que défini par les yogis, est le principe universel de l'énergie ou de la force, et que toute énergie ou force découle du prana, ou plutôt, en est une modalité de sa manifestation. Dans ce livre, nous nous limiterons à considérer le prana comme le principe de l'énergie manifestée dans toutes les formes de vie, les distinguant des formes inanimées. Nous pouvons le considérer comme le principe actif de la vie, présent dans toutes les formes, de l'amibe à l'homme, de la vie végétale la plus rudimentaire à la vie animale supérieure. Le prana pénètre tout et est présent partout, car il est présent dans toutes les formes animées. Comme la philosophie occulte enseigne que la vie est présente en tout atome, nous pouvons en inférer que le prana est partout et en toute chose, et que l'apparente absence de vie dans certaines d'entre elles n'est qu'un degré moindre de manifestation de la symptomatologie de la vie. Il ne doit pas être confondu avec l'ego, la particule de l'esprit divin qui constitue le noyau de l'individualisation autour duquel la matière et l'énergie s'agglomèrent pour former un individu, une manifestation particulière de la vie. Lorsque le principe d'individualisation quitte un corps, les atomes restants, même s'ils sont désagrégés, portent suffisamment de prana avec eux pour maintenir leur vitalité et être capables de former de nouvelles combinaisons de matière. Le prana non utilisé retourne ensuite à son lieu d'origine. Bonjour, bienvenue sur Fiverr, une plateforme mondiale mettant en relation des particuliers et des entreprises avec... Le prana est donc le nom que nous donnons à un principe universel, l'essence de tout mouvement, force ou énergie, qui en quelque sorte produit la forme d'activité qui accompagne la vie. Ce grand principe existe dans toutes les formes de matière, mais il ne doit pas être confondu avec la matière elle-même.
Il est dans l'air, mais il n'est pas l'air, ni même les corps chimiques qui le composent dans l'atmosphère. Les animaux et les plantes le respirent avec l'air, absorbant du prana dans le processus, mais il n'est pas l'oxygène. L'être humain, en inhalant, introduit du prana dans son organisme conjointement avec l'oxygène, mais il n'est pas l'oxygène. Le prana est un principe mystérieux, puissant et contenu dans l'air, mais il n'est pas l'air lui-même. En hébreu, le mot nommé ruach shayim signifie la respiration de l'esprit de vie. Le mot nommé signifie la respiration ordinaire, l'air, shayim signifie la vie, et le mot ruach signifie l'esprit. Selon les occultistes, il s'agit du même principe que nous appelons prana dans ce livre. Le prana se trouve dans l'air atmosphérique, mais aussi là où l'air ne peut pas atteindre. Nous inhalons constamment l'air, et avec lui, le prana de l'air dont nous nous approprions pour notre usage. Le prana se trouve dans l'air en quantité régulière, et lorsque l'air est pur, nous pouvons l'extraire de cette source plus facilement que de tout autre. Dans une respiration ordinaire, nous absorbons et extrayons une quantité normale de prana. Cependant, avec les techniques de respiration régulée, généralement appelées la respiration yogi, nous nous mettons en mesure d'extraire une quantité plus importante que nous pourrons utiliser très efficacement. Nous pouvons le stocker. De nombreux pouvoirs attribués aux occultistes avancés découlent en grande partie de la connaissance de ce fait et de l'utilisation intelligente de la force extraordinaire provenant de cette accumulation. Les yogis savent qu'ils peuvent établir une relation avec le réservoir de prana et en disposer à leur guise pour leurs besoins. Le renforcement qui découle de ces utilisations de la respiration n'est pas seulement physique, car le cerveau peut également recevoir une augmentation d'énergie de la même source, améliorant ainsi ses performances, voire développant des pouvoirs psychiques. Une personne possédant la faculté de stocker le prana, consciemment ou inconsciemment, rayonne souvent de vitalité et de force, ce qui est clairement perceptible par ceux qui l'entourent. Un individu de ce genre peut communiquer sa force à d'autres, augmentant ainsi leur vitalité et leur santé. La guérison magnétique se produit de cette manière, même si de nombreux magnétiseurs ne connaissent pas l'origine de leur pouvoir. Les scientifiques occidentaux, ne pouvant généralement pas détecter l'existence du prana avec des instruments scientifiques, ont souvent rejeté la théorie orientale, incapable d'expliquer ce principe. Cependant, ils reconnaissent que l'air de certains endroits possède des propriétés bénéfiques, et les médecins envoient souvent des patients dans ces endroits dans l'espoir qu'ils retrouvent la santé. Le sang assimile l'oxygène de l'air et l'utilise, tout comme le système nerveux assimile le prana de l'air et l'utilise pour lui-même. De la même manière que le sang oxygéné circule dans tout le corps et s'occupe de sa construction et de sa réparation, le prana circule dans toutes les parties du système nerveux, renforçant sa vitalité. Tout comme l'oxygène du sang est utilisé en fonction des besoins du corps, la provision de prana est consommée par nos pensées, désirs, actions, émotions, etc. En conséquence, il est constamment nécessaire de le reconstituer dans l'organisme physiologique. Chaque pensée, acte, effort de volonté et mouvement musculaire consomme une certaine quantité de force, qui est en réalité une modalité de prana. Pour déplacer un muscle, le cerveau envoie un signal au nerf, et le muscle bouge, ce qui entraîne une consommation de prana proportionnelle à l'effort fourni. Si l'on considère que la majeure partie du prana acquise par l'homme provient de l'air inhalé, on peut facilement apprécier l'énorme importance de la respiration adéquate. Chapitre 5 – Le système nerveux. Notons d'abord que les théories scientifiques occidentales relatives à la respiration se limitent au processus d'inhalation et d'exhalation, ainsi qu'à son utilisation dans le système circulatoire, tandis que la théorie yogi prend également en compte l'absorption du prana et sa manifestation à travers les canaux du système nerveux. Arrêtons-nous maintenant sur le système nerveux. Le système nerveux de l'homme se divise en deux grands sous-systèmes, le système cérébrospinal et le système sympathique. Le système cérébrospinal comprend la partie du système nerveux contenue dans le crâne et la colonne vertébrale, c'est-à-dire le cerveau avec son cervelet, ainsi que la moelle épinière et les nerfs qui en émergent. Ce système régit les fonctions de la vie animale dite volontaire, sensorielle, etc.
Le système sympathique englobe la partie du système nerveux principalement située dans les cavités thoraciques, abdominales et pelviennes, et se répand dans les organes internes, contrôlant les processus involontaires tels que la croissance ou la nutrition. Au système cérébrospinal, dépendent les sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, et il sert d'interface avec le monde extérieur. Ce système peut être comparé à une installation télégraphique, où le cerveau est le bureau central, et la moelle épinière et les nerfs sont les câbles et les fils en connexion étroite avec celui-ci. L'encéphale est une masse de tissu nerveux qui se compose de 3 parties, le cerveau, qui occupe la partie antérieure, médiane et postérieure du crâne, le cervelet, qui occupe la partie inférieure et postérieure du crâne, et la moelle oblongue, qui constitue le début élargi de la moelle épinière et est située dans la nuque, devant le cervelet. Le cerveau est l'organe qui se manifeste dans l'activité intellectuelle, le cervelet dirige les mouvements des muscles volontaires. La moelle oblongue est l'extrémité supérieure de la moelle épinière, et à partir de celle-ci et du cerveau, les nerfs crâniens se dirigent vers diverses parties de la tête, les organes des sens, l'appareil respiratoire, ainsi que certains organes du thorax et de l'abdomen. La moelle épinière occupe le canal interne de la colonne vertébrale, et c'est une longue masse de substances nerveuses qui se ramifie en nerfs se dirigeant vers toutes les parties du corps. La moelle épinière ressemble à un long câble télégraphique, et les nerfs sont les fils avec le câble principal. Le système nerveux sympathique se compose d'une double chaîne de ganglions parallèles à la colonne vertébrale et d'autres ganglions situés dans la tête. Les deux contiennent des cellules nerveuses et sont en relation les uns avec les autres par le biais de filaments nerveux, ainsi qu'avec le système cérébrospinal par les nerfs moteurs et sensitifs. De ces ganglions, sortent de nombreuses fibres se dirigeant vers les organes du corps, les vaisseaux sanguins, etc. À divers endroits, les nerfs se rencontrent et forment ce qui est connu sous le nom de plexus. Le système sympathique régit les processus involontaires, tels que la circulation, la respiration ou la digestion. La science occidentale appelle force nerveuse la force que le cerveau transmet à toutes les parties du corps par le biais des nerfs. Les orientaux croient que c'est une manifestation de prana avec des caractéristiques similaires à l'énergie électrique. Sans cette force nerveuse, le cœur ne pourrait pas battre, le sang ne circulerait pas, les poumons ne respireraient pas, et les différents organes ne pourraient pas fonctionner. En fin de compte, sans elle, la machinerie corporelle serait paralysée. De plus, le cerveau ne peut pas penser sans le prana. De plus, les enseignements yogis vont au-delà de la science occidentale en ce qui concerne une caractéristique importante du système nerveux, le plexus solaire. Le plexus solaire est situé dans la région épigastrique, derrière l'estomac, de chaque côté de la colonne vertébrale. Il est composé de matière cérébrale blanche et grise similaire à celle du cerveau humain. Pour la science occidentale, c'est simplement l'une des nombreuses agglomérations de nerfs sympathiques et de ganglions présents dans différentes parties du corps. Cependant, la science yogi enseigne que ce plexus solaire est en réalité une partie très importante du système nerveux, constituant une sorte de cerveau qui joue un rôle fondamental dans l'économie humaine. La science occidentale semble progressivement s'approcher de la reconnaissance de cette vérité, connue des yogis orientaux depuis de nombreux siècles. Certains auteurs occidentaux modernes commencent à reconnaître que le plexus solaire joue un rôle plus important que celui qui lui est attribué, et l'ont même qualifié de cerveau abdominal pour souligner son importance. Cette école représente les valeurs que j'ai toujours portées, notamment ces grandes valeurs humanistes. C'est assez énorme ce qu'on vit déjà dès la première année. On se sent vraiment entouré, soutenu. En tant que dépôt central de prana, le plexus solaire est bien nommé, car il irradie de la force et de l'énergie vers toutes les parties du corps, et même vers le cerveau. En raison de sa qualité de réserve de prana, la science occidentale finira par reconnaître la véritable fonction du plexus solaire et se penchera sur son étude pour découvrir les merveilles qu'il renferme. Chapitre 6. La respiration nasale par opposition à la respiration buccale.
La première leçon de la science yogi de la respiration consiste à apprendre à respirer par le nez et à éliminer l'habitude de respirer par la bouche. Le système respiratoire de l'homme est conçu de manière à permettre l'aspiration de l'air par la bouche aussi bien que par les narines, mais la méthode suivie est d'une importance capitale car elle influence grandement la santé, la force, ou au contraire, la maladie et la faiblesse. La méthode normale de respiration consiste à utiliser les narines, mais il est étonnant de constater combien peu cette simple vérité est connue parmi les peuples civilisés. Des personnes de tous horizons ont l'habitude de respirer par la bouche et laissent leurs enfants suivre cet exemple. Beaucoup des maladies auxquelles est exposé l'homme civilisé proviennent de l'habitude de respirer par la bouche. Les enfants qui respirent de cette manière grandissent avec leur vitalité altérée et restent marqués par cette habitude malsaine pour le reste de leur vie. Chez les sauvages, les mères sont beaucoup plus naturelles à cet égard, car elles sont manifestement guidées par l'instinct. Par intuition, elles reconnaissent que les narines sont les voies appropriées pour conduire l'air aux poumons. Elles encouragent donc leurs enfants à fermer les lèvres et à respirer par le nez. De nombreuses maladies contagieuses sont contractées en raison de l'habitude de respirer par la bouche, et de nombreux cas de rhume et d'affections mineures des voies respiratoires ont la même origine. Certaines personnes maintiennent leur bouche fermée pendant la journée pour dissimuler cette habitude, mais elles respirent par la bouche pendant la nuit, continuant ainsi à oxygéner leur organisme de manière incorrecte. Des expériences scientifiques approfondies ont montré que les personnes qui respirent par la bouche pendant leur sommeil sont plus susceptibles de contracter des maladies contagieuses que celles qui respirent correctement par le nez. L'importance de la respiration par le nez réside dans le fait que les seules structures protectrices des organes respiratoires sont les narines. Lorsque vous respirez par la bouche, il n'y a rien pour filtrer l'air sur le chemin de vos poumons, ce qui signifie que la poussière ou toute autre matière étrangère pénètre sans obstacle. De plus, cette respiration inappropriée permet à l'air froid d'atteindre les poumons, ce qui les endommage. L'inflammation des organes respiratoires provient souvent de l'inhalation d'air froid par la bouche. De plus, cette habitude laisse entrer de l'air froid dans les poumons, ce qui les endommage. L'autre point essentiel à noter est que la structure des narines et des voies nasales montre la prévoyance minutieuse de la nature. Les narines sont des canaux étroits qui contiennent de nombreux poils destinés à servir de tamis et à arrêter les impuretés de l'air, qui seront ensuite expulsées lors de l'expiration. De plus, les narines ont une membrane muqueuse chaude qui réchauffe l'air inhalé, de sorte que l'air froid ne peut pas nuire à la gorge ni aux poumons. En revanche, l'air inhalé par la bouche ne passe pas par ce processus de filtrage et de réchauffement. Aucun animal, sauf l'homme, ne dort la bouche ouverte ou ne respire par la bouche. Même dans les cultures moins civilisées, la respiration nasale est la norme. Les narines filtrent, purifient et raffinent l'air avant qu'il n'atteigne les organes délicats de la gorge et des poumons. Il est donc essentiel de se rappeler que la bouche ne fournit aucune protection aux organes respiratoires, tandis que les narines jouent un rôle crucial à cet égard. Comme personne ne tenterait de manger par le nez, il ne devrait pas non plus être envisagé de respirer par la bouche. Autre conséquence de la respiration buccale, les voies nasales, en raison de leur relative inaction, ne restent pas propres ni ne se renouvellent continuellement, ce qui les expose à des maladies locales. De la même manière que les chemins abandonnés se remplissent rapidement de mauvaises herbes, les fosses nasales qui ne fonctionnent pas se remplissent d'impuretés et de matières nocives. Il est peu probable que ceux qui respirent habituellement par le nez souffrent des désagréments causés par l'accumulation de mucosité et d'autres substances dans les fosses nasales. Même en Orient, des techniques spéciales ont été développées pour maintenir les voies nasales propres et exemptes d'impuretés. Une méthode préférée en Orient consiste à plonger le visage dans un récipient d'eau, à aspirer un peu d'eau par le nez, à la faire passer dans la gorge et à la recracher par la bouche. Bien sûr, cette méthode nécessite une pratique considérable. Une autre pratique efficace consiste à se tenir devant une fenêtre ouverte et à respirer librement en fermant une narine avec l'index ou le pouce, puis en aspirant l'air par la narine ouverte et en répétant cette opération plusieurs fois en alternance avec l'autre narine. Cette pratique permet de faire disparaître dans la plupart des cas les obstructions nasales. La question de la respiration nasale revêt une grande importance,
non seulement en ce qui concerne la santé, mais aussi parce qu'elle est un prérequis pour les exercices de respiration que nous exposerons plus tard, et constitue également l'un des principes fondamentaux de la science de la respiration yogique. Personne qui souhaite se lancer dans les mystères de la science de la respiration ne peut négliger cet aspect de la respiration nasale. Chapitre 7. Les 4 méthodes de respiration. Commençons par le mécanisme des mouvements respiratoires. Le mécanisme de la respiration se manifeste en 2 actes. 1. Les mouvements élastiques des poumons. 2. Les activités des parois et du fond de la cavité thoracique où se trouvent les poumons. La cage thoracique est la partie du tronc située entre le cou et l'abdomen. Elle forme une cavité principalement occupée par le cœur et les poumons. Elle est délimitée par la colonne vertébrale, les côtes, le sternum et le diaphragme. On l'appelle communément la poitrine, et c'est une sorte de boîte complètement fermée en forme de cône inversé, le sommet étant vers le haut. La partie postérieure est constituée par la colonne vertébrale, la partie antérieure par le sternum et les côtés par les côtes. L'homme a 24 côtes, 12 de chaque côté de la colonne vertébrale, à partir desquelles partent les 7 premières paires appelées vraies côtes car elles sont directement reliées au sternum. Les 5 paires suivantes sont appelées côtes flottantes car elles ne sont pas attachées comme les précédentes. Les 2 premières paires de ces côtes flottantes supérieures sont fixées par des cartilages aux autres côtes, tandis que les autres sont libres sur leur face antérieure. Entre les côtes se trouvent 2 couches musculaires superficielles appelées muscles intercostaux. Le diaphragme, dont nous avons déjà parlé, sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Lors de l'acte d'inspiration ou d'inhalation, les muscles dilatent les poumons et créent un vide dans lequel l'air est précipité en raison de la différence de pression, comme nous l'avons déjà expliqué. Tout le processus de la respiration dépend de ces muscles, les intercostaux et le diaphragme, que nous pouvons commodément appeler les muscles respiratoires. Les yogis classifient la respiration en respiration haute, respiration moyenne, respiration basse et respiration complète. Nous décrirons les 3 premières méthodes et nous nous arrêterons plus en détail sur la 4e, sur laquelle est principalement basée la science de la respiration. Respiration haute, cette méthode de respiration est connue en Occident sous le nom de respiration claviculaire. Elle consiste à soulever les côtes, les clavicules et les épaules, tout en contractant l'abdomen, dont le contenu entre en collision avec le diaphragme, qui se soulève également. Cette méthode agit principalement sur la partie supérieure et inférieure du thorax et des poumons, et très peu d'air y pénètre. Avec cette méthode, le résultat est très médiocre au prix d'un effort maximal. La respiration haute est probablement la pire méthode de respiration. C'est la manière la plus courante de respirer en Occident. De nombreuses maladies des organes vocaux sont attribuées à cette méthode inefficace de respiration, et l'effort demandé à des organes aussi délicats entraîne de multiples troubles de la santé. Beaucoup de personnes qui pratiquent cette méthode respirent également par la bouche, ce qui entraîne encore plus de problèmes. Si tu es entrepreneur ou investisseur, 100% dans l'opérationnel de ta société, gérant, l'administratif, la comptabilité, les clients, les prospects, les factures, les devis, le marketing, la communication, les employés, les salaires, alors bouge pas, ce qui va suivre va t'intéresser. Pour ceux qui doutent de ce que nous avons dit à propos de cette forme de respiration, nous vous conseillons de réaliser l'expérience suivante, videz complètement l'air de vos poumons, puis, debout, les mains le long du corps, levez les épaules et les clavicules et inspirez l'air. Vous constaterez que la quantité d'air que vous inspirez est bien inférieure à la normale. Ensuite, répétez l'inhalation, mais après avoir abaissé les épaules et les clavicules, vous aurez alors reçu un enseignement sur la respiration extrêmement efficace. Respiration moyenne, cette méthode de respiration est connue en Occident sous le nom de respiration intercostale, et bien qu'elle soit moins déficiente que la respiration haute, elle est encore assez imparfaite. Dans la respiration moyenne, le diaphragme monte, l'abdomen se contracte, les côtes se soulèvent légèrement et la poitrine se dilate partiellement. Ce type de respiration est très répandu, mais il n'est en réalité qu'une amélioration légèrement meilleure de la respiration haute. Respiration basse, cette méthode est bien meilleure que les 2 précédentes et est connue en Occident sous le nom de respiration abdominale,
respiration profonde, respiration diaphragmatique, etc. Les scientifiques occidentaux ont déjà compris les bienfaits de cette forme de respiration et ont encouragé de nombreuses personnes à l'adopter à la place des méthodes préjudiciables mentionnées précédemment. Beaucoup de ces personnes ont profité de la connaissance des vérités millénaires de l'Orient, car des cours ont été donnés pour enseigner la méthode de respiration basse comme si c'était quelque chose de nouveau inventé par ceux qui donnaient ces cours. Cependant, ceux qui ont abandonné les anciennes méthodes de respiration haute et moyenne n'ont certainement pas gaspillé leur argent. Cependant, le yogi oriental sait depuis des siècles qu'il existe une méthode encore meilleure, et certains auteurs occidentaux la connaissent également. Le point faible de toutes les méthodes de respiration, à l'exception de la respiration complète, réside dans le fait qu'aucune d'entre elles ne remplit complètement les poumons d'air. Même dans le meilleur des cas, comme dans la respiration basse, seule une partie considérable de l'espace pulmonaire est utilisée. La respiration haute ne remplit que la partie supérieure des poumons, la respiration moyenne remplit la partie supérieure et une petite partie de la partie médiane, et la respiration basse remplit la partie inférieure et médiane. Il est évident qu'une méthode qui remplit complètement l'espace pulmonaire sera d'une grande valeur, car elle permettra à ceux qui l'utilisent d'inspirer une plus grande quantité d'oxygène et de stocker une grande quantité de prana. La respiration complète est, selon les sages orientaux, la meilleure méthode de respiration connue. La respiration complète yogi combine tous les avantages de la respiration haute, moyenne et basse, mais sans aucun de leurs inconvénients. Elle active l'ensemble du système respiratoire, chaque partie des poumons et chaque muscle respiratoire. Tout l'organisme est activé par cette méthode de respiration, et c'est la manière d'obtenir le plus grand bénéfice avec le moindre effort. Dans cette méthode, chaque partie du mécanisme accomplit ses fonctions et son travail naturel. Une caractéristique essentielle de cette méthode est que les muscles respiratoires sont pleinement sollicités, tandis que dans les autres méthodes de respiration, seule une partie d'entre eux est utilisée. Dans la respiration complète, notamment, les muscles intercostaux travaillent activement, ce qui augmente l'espace où les poumons peuvent se dilater et offre un point d'appui suffisant aux organes lorsqu'ils en ont besoin. Cette méthode exploite également le principe de levier, où certains muscles maintiennent fermement les côtes inférieures en position, tandis que d'autres les courbent vers l'extérieur. Ainsi, le diaphragme est pleinement utilisé dans cette méthode et est capable de remplir correctement ses fonctions et de fournir un service optimal dans le mouvement des côtes. Les muscles intercostaux soulèvent et poussent également les côtes supérieures vers l'extérieur, ce qui augmente la capacité de la partie supérieure de la poitrine. En examinant les caractéristiques spéciales des 4 méthodes de respiration mentionnées, il est facile de voir que la respiration complète rassemble tous les avantages des 3 autres méthodes, ainsi que les avantages résultant de l'action combinée de la partie supérieure et moyenne de la poitrine. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur la méthode de la respiration complète, donnerons des instructions et présenterons les exercices nécessaires pour cette méthode inégalée de respiration. Chapitre 8. Comment parvenir à pratiquer la respiration complète yogi? Celui qui souhaite découvrir les arcanes de la méthode de la respiration complète ne doit pas se contenter de l'apprendre partiellement, mais doit travailler dur jusqu'à ce qu'il en fasse sa méthode naturelle de respiration. Cela exige du travail, du temps et de la patience, car sans cela, rien d'important ne peut être accompli en matière de respiration ou dans tout autre domaine de la vie. Le chemin qui mène à la maîtrise de la science de la respiration n'est pas facile, et l'étudiant doit se préparer à travailler sérieusement. Cependant, il est bon de se rappeler que les résultats obtenus sont extraordinaires et récompensent pleinement les efforts fournis. Nous disons cela pour mettre en évidence l'importance et la nécessité de prendre cette méthode fondamentale de la respiration au sérieux dès le départ. Nous le répétons, si l'on commence correctement, les résultats seront bénéfiques, mais si l'on néglige les bases, tout l'édifice s'effondrera. Il est peut-être préférable de commencer l'enseignement de la pratique de la respiration complète yogi en affirmant que cette dernière n'a rien de forcé ou d'anormal, bien au contraire, il s'agit d'un retour au principe de la nature. Les êtres humains non civilisés et les enfants respirent de cette manière lorsqu'ils sont en bonne santé.
Il est bon de noter dès le départ que la respiration complète ne consiste pas nécessairement à remplir complètement les poumons à chaque inspiration. En utilisant la méthode de la respiration complète, on peut inspirer la quantité habituelle d'air et la répartir dans toutes les parties des poumons. Cependant, il est recommandé de pratiquer plusieurs fois par jour une série de respirations complètes, chaque fois que l'occasion se présente, afin de maintenir l'organisme bien oxygéné. L'exercice suivant, divisé en 3 parties, vous donnera une première idée de ce qu'est la respiration complète et comment elle fonctionne. Pour commencer, tenez-vous debout ou assis en position verticale, détendu et respirez par les narines, puis inspirez profondément en remplissant d'abord la partie inférieure des poumons. Ce que l'on réalise en utilisant le diaphragme, qui exerce une légère pression sur les organes abdominaux lors de sa descente, poussant la paroi frontale de l'abdomen vers l'extérieur. Ensuite, la région moyenne des poumons se remplit en soulevant les côtes inférieures, le sternum et la poitrine. Enfin, la partie supérieure des poumons se remplit en relevant doucement la poitrine avec les côtes supérieures. La partie inférieure de l'abdomen se contractera légèrement pour soutenir le remplissage de la partie supérieure des poumons. Il peut sembler que ce mouvement se compose de 3 temps différents et nettement successifs. Cependant, l'inspiration doit être continue, et toute la cavité thoracique, du diaphragme jusqu'au sommet de la poitrine dans la région claviculaire, doit se dilater uniformément avec un mouvement uniforme. Les inspirations brusques ne doivent pas être effectuées, et une action régulière et continue doit être obtenue. La pratique maîtrisera bientôt la tendance à diviser l'inspiration en 3 temps et donnera comme résultat une respiration continue et uniforme. En peu de temps, l'inspiration peut être terminée en quelques secondes. Une fois l'inspiration terminée, vous retiendrez la respiration pendant quelques secondes, puis vous expirerez lentement, en gardant la poitrine en position ferme, en faisant légèrement rentrer l'abdomen et en le soulevant progressivement à mesure que l'air est expulsé complètement des poumons. Une fois l'air complètement expulsé, détendez la poitrine et l'abdomen. Une fois que vous aurez maîtrisé cet exercice, le mouvement s'exécutera automatiquement. Vous remarquerez que grâce à cette méthode de respiration, tous les organes du système respiratoire entrent en action, et toutes les parties des poumons fonctionnent, y compris les cellules d'air les plus éloignées. La cavité thoracique s'étend fermement et élastiquement, ce qui permet d'obtenir une respiration uniforme, continue et complète. Il est conseillé de pratiquer cet exercice devant un miroir, avec la main sur l'abdomen, de manière à pouvoir observer les mouvements, ce qui permettra de mieux comprendre le mécanisme de la respiration complète. This AI tool will take your idea and create a complete book, complete with design, images, layout, everything, including the content, literally in a few minutes. Watch this. So I'm using Designer, which will import content from your blog, from a Google Doc or a Word doc or even a YouTube, depending on the plan you choose. For now, I'm going to use WordGenie, the AI feature. So all I need to do is give it an idea and then click on Next. And then just tell WordGenie what audience am I targeting my book towards. Then it'll just show me a selection of titles, which I'll just choose one that catches my eye. Then it'll suggest the outline for my book, which I'm free to edit as I see fit. And now the magic happens. It will generate the full content of the ebook ready for me to edit, tweak and tune. And obviously I want to make it my own so it comes across and reads really, really well. And so from here now it's saved as a draft, or I can simply choose a template. And there are hundreds of templates to choose from, and all of these are totally customizable. You can change anything, the images, the style, any of the text, whatever you want. So this one looks perfect for my niche, passion, grit and success. All these images can be changed once I'm in the editor, and I can see I could do worksheets, I could do all sorts within this template. So now you can see all my content from my draft has been pulled into this template, and all the content's been laid out into single column, double column, images have been put in the right place. But of course I can now customize and change anything. So if I don't like a chapter heading page, perhaps that image doesn't work for me, I can search my inbuilt image search tool and just select another image and it will just load it just like that. Any adjustments to the layout, to the style, I can just do with a couple of clicks. On the right you can see
all my navigation there all laid out. And again, just changing images, just a few clicks, including the layout. You know, if I don't want a double column layout and I want a single column, then I can just change it. And of course I could do that manually as well, but it's a lot faster to use the inbuilt presets that are all set up because, you know, within a few minutes, I've got my whole ebook all done and ready for publishing. So all that's left now for me to click publish and it produces this beautiful PDF all ready to go. Or I can just click another button and select Flipbook and I've got a Flipbook which I can share with my audience. Design is a well-established software company with over 320,000 customers, over 70 countries now. We're the leading ebook designer since 2016. We've won awards. We have hundreds and hundreds of 5-star reviews on Trustpilot, Capterra, GetApp, Software Advice, and all of them. So why not join Designer? Click the link below to learn more. À la fin de l'inspiration, il est conseillé de soulever plusieurs fois les épaules, ce qui soulève également les clavicules et permet à l'air de passer librement dans le petit lobe supérieur du poumon droit, où la tuberculose se manifeste parfois. Au début, il peut être un peu difficile d'adopter le système de la respiration complète, mais les difficultés seront surmontées avec un peu de pratique, et vous ne reviendrez jamais volontairement aux anciennes méthodes. Chapitre 9, Effets physiologiques de la respiration complète. Il est presque impossible de surestimer les avantages de cette pratique. La pratique de la respiration complète éloigne la possibilité de contracter des affections pulmonaires graves, y compris la bronchite. Le manque d'oxygénation nous laisse apathiques et vulnérables aux germes, bactéries et virus, de sorte qu'une bonne respiration garantit un meilleur état de santé général et, par conséquent, une probabilité moindre de contracter n'importe quel type de maladie. Celui qui pratique cette respiration si spéciale obtiendra une poitrine large et bien développée. De nombreux états grippaux peuvent être évités en pratiquant quotidiennement quelques respirations telles qu'indiquées. Lorsque vous avez froid, il suffit de respirer profondément pendant quelques minutes pour vous réchauffer. Presque tous les rhumes peuvent être guéris grâce à la respiration complète et à l'abstention partielle de nourriture pendant une journée. La qualité du sang dépend en grande partie de son taux d'oxygénation, et si l'oxygénation est incomplète, le sang s'appauvrit et se charge de toutes sortes d'impuretés. Tout le système en souffre en raison du manque de nutrition, et il est empoisonné par les produits de déchets non éliminés, car le sang irrigue, oxygène et alimente tout le corps. Il est évident qu'un sang impur aura un effet néfaste sur le système. De plus, la digestion dépend fortement de l'oxygénation du sang, car la nourriture doit absorber de l'oxygène du sang avant de pouvoir être digérée et assimilée. Il est donc facile de comprendre comment la respiration défectueuse peut affecter la digestion et l'assimilation. Lorsque l'assimilation n'est pas normale, le système devient sous-alimenté, l'appétit disparaît, la vigueur corporelle diminue, la force décroît, et l'homme se sent faible, tout cela à cause de la respiration défectueuse. Même le système nerveux souffre d'une respiration incomplète, car les nerfs deviennent faibles et insuffisants pour générer, stocker et transmettre les courants nerveux lorsque le sang ne les nourrit pas vigoureusement. De plus, les courants nerveux eux-mêmes et la force qui en émane diminuent en raison d'une mauvaise respiration. Cependant, ce dernier aspect relève d'un autre sujet que nous aborderons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'impact sur le système nerveux lorsque la respiration est inadéquate. L'effet des organes génitaux sur l'état de santé général est bien connu. Il est suffisamment établi pour que nous ne devions pas nous étendre sur le sujet. Disons simplement que si les organes génitaux sont affaiblis, le système entier s'affaiblit. La respiration complète produit un rythme qui suit un plan de la nature pour maintenir les organes génitaux en bon état de fonctionnement. Une bonne respiration renforce et revitalise les fonctions de reproduction par l'action sympathique et réflexe, tonifiant et renforçant tout le système physiologique. Cela ne signifie pas nécessairement que les instincts sexuels inférieurs doivent être éveillés, car les yogis ont toujours prôné la continence et la chasteté, et ils ont appris à maîtriser leur passion. Le contrôle de la sexualité ne signifie pas une faiblesse sexuelle.
Les enseignements yogi indiquent que l'homme ou la femme qui maîtrise ses facultés depuis leur sexualité aura plus de force de volonté pour se contrôler lui-même. En fin de compte, que l'on souhaite adopter ou non les théories yogi de continence et de chasteté, on constatera que la respiration complète revitalisera et normalisera la sexualité de toute personne qui l'adopte. Les personnes lascives constateront que la norme signifie plutôt une diminution que l'augmentation du désir, tandis que celles qui sont affaiblies ressentiront un soulagement de la dépression qu'elles avaient éprouvée jusqu'alors. Pour éviter toute mauvaise interprétation de cet aspect, précisons que l'idéal du yogi est d'avoir un corps robuste et fort dans toutes ses parties, gouverné par une volonté puissante animée de nobles aspirations. Dans la pratique du système de respiration que nous traitons ici, le diaphragme se contracte lors de l'inhalation, exerçant une pression douce sur le foie, l'estomac et d'autres organes, et combiné au rythme des poumons, il agit comme un doux massage sur ces organes, stimulant leur activité et leur fonctionnement normal. Chaque inhalation contribue à cet exercice interne et favorise la circulation normale dans les organes de nutrition et d'élimination. Dans les respirations hautes et moyennes, les organes ne bénéficient pas de ce message interne bénéfique. Si le monde occidental accorde une grande importance à la culture physique, ce qui est très judicieux, il ne faut pas oublier que tout ne se résume pas à l'exercice des muscles externes. Les organes internes ont également besoin d'être exercés, et le plan de la nature pour cela est la respiration complète. Le diaphragme est l'instrument principal de ce plan, car son action rythmique fait vibrer les organes de nutrition et d'élimination, les stimule par un doux massage, et chaque inhalation augmente la circulation sanguine en leur sein, tonifiant le système dans son ensemble. Tout organe ou partie du corps qui ne s'exerce pas s'atrophie lentement, cesse de fonctionner sainement, et les maladies se développent. Sans même tenir compte des enseignements millénaires de l'Orient, d'un point de vue purement physiologique, la méthode de la respiration complète est fondamentale pour quiconque souhaite jouir d'une bonne santé et la préserver. Beaucoup dépensent des fortunes à la recherche de méthodes compliquées et de traitements coûteux pour atteindre cet objectif. Cependant, il existe une solution simple à la portée de tous, la méthode de la respiration complète. Malheureusement, peu de gens la pratiquent vraiment. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire du temple de la santé. Chapitre 10, extrait des enseignements yogi. Nous aborderons maintenant 3 modes de respiration largement utilisés par les sages de l'Orient. Tout d'abord, nous examinerons la respiration purificatrice, à laquelle les yogis attribuent la grande capacité pulmonaire qu'ils possèdent. Ensuite, nous verrons un exercice pour revitaliser les nerfs, transmis de génération en génération par les yogis depuis des siècles. Enfin, nous conclurons le chapitre avec la respiration vocale, qui confère à ceux qui la pratiquent une voix mélodieuse, vibrante et belle. La respiration purificatrice est un exercice utilisé depuis des siècles par les sages de l'Orient pour ventiler et nettoyer les poumons. Les yogis ont souvent recours à cet exercice pour conclure toute pratique respiratoire. Nous vous recommandons également de pratiquer la respiration purificatrice, car elle nettoie et revitalise les poumons, stimule les cellules et tonifie les organes respiratoires. De plus, elle contribue au maintien d'une bonne santé générale et détend tout le système lorsque celui-ci est tendu. Les orateurs et les chanteurs qui utilisent beaucoup leur voix dans leur profession devraient prêter une attention particulière à cette méthode de respiration, car elle peut les aider à maintenir leur système respiratoire en bonne santé et bien reposé. La respiration purificatrice se compose des étapes suivantes. Inspirez une respiration complète. Retenez l'air pendant quelques secondes. Formez vos lèvres comme si vous alliez siffler, en veillant à ne pas gonfler vos joues, puis expirez vigoureusement un peu d'air par l'ouverture des lèvres. Retenez ensuite un instant l'air restant stocké, puis relâchez-le en de courtes expirations jusqu'à ce qu'il n'en reste plus dans le corps. Il est important de se rappeler que l'air doit être expiré avec une certaine force. Cette respiration est très revigorante lorsque vous êtes fatigué, et un peu de pratique suffira à convaincre les sceptiques de son efficacité. Comme nous l'avons mentionné, il est préférable de pratiquer cet exercice à la fin de n'importe quel exercice de respiration. Il est important de le comprendre et de le pratiquer jusqu'à ce que vous puissiez le faire facilement et naturellement.
La respiration qui revitalise les nerfs est l'un des exercices les plus puissants pour stimuler et renforcer les nerfs, tonifier le système nerveux et développer leur énergie et leur vitalité. Cet exercice stimule des centres nerveux importants qui, à leur tour, influencent tout le reste du système et augmentent son énergie, de sorte qu'ils transmettent un plus grand flux nerveux à tout le corps. La respiration qui revitalise les nerfs se compose des étapes suivantes. Debout, le corps bien droit, inspirez une respiration complète et retenez-la. Étendez vos bras vers l'avant, mais sans tension excessive, juste avec la force nécessaire pour les maintenir dans cette position. Rapprochez ensuite vos mains des épaules lentement, en contractant progressivement les muscles et en communiquant la tension de manière à ce que vos poings soient fermement serrés lorsqu'ils atteignent les épaules. Tout en maintenant les muscles tendus, ramenez ensuite rapidement les poings à la position précédente. Expirez vigoureusement par la bouche chaque fois que vous terminez ces étapes. Répétez ce mouvement plusieurs fois. If you're a web designer, here are 4 Wix Studio features you gotta know. So first on the list, Section Grid. I'm talking about a revolutionary tool that lets you create your own intricate layouts, but still keeps it intuitive at every step. So you can split cells, create gaps between them, drag to resize, and swap them around. All right, this next feature has saved me hours of work. Responsive AI. La respiration vocale est un exercice particulier qui confère au yogi une voix admirable, forte, claire et puissante. Elle se compose des étapes suivantes. Inspirez une respiration complète très lentement par les narines pendant le plus longtemps possible. Retenez l'inhalation pendant quelques secondes. Expirez vigoureusement par la bouche. Il est important de donner aux poumons un repos en utilisant la respiration purificatrice. Il est important de noter que l'expérience nous enseigne que le timbre, la qualité et la puissance de la voix dépendent non seulement des organes vocaux de la gorge et des organes respiratoires, mais aussi des muscles du visage. Il existe des hommes au grand torse dont la voix est douce, tandis que d'autres au torse étroit émettent des tons d'une force et d'une qualité surprenante. Voici une expérience intéressante, tenez-vous devant un miroir avec les lèvres dans une position de sifflement, sifflez, puis observez la forme de votre bouche et l'expression générale de votre visage. Ensuite, sans changer la position de vos lèvres ni de votre visage, chantez quelques notes, et vous constaterez à quel point le ton de votre voix est vibrant, sonore et clair. Chapitre 11, 7 exercices yogi pour le développement. Les 7 exercices suivants doivent être utilisés pour renforcer les poumons, les muscles, les ligaments, les alvéoles pulmonaires, etc. Ils sont très simples et incroyablement efficaces. Tous ces exercices proviennent des enseignements millénaires de l'Antique Orient. La rétention de la respiration est un exercice très important pour renforcer et développer les muscles respiratoires et pulmonaires. Sa pratique fréquente contribuera à élargir la poitrine. Les yogis ont observé que pour les organes respiratoires, ceux de la nutrition, du système nerveux, ainsi que pour le système circulatoire et le sang, il est très utile de retenir occasionnellement la respiration après avoir rempli les poumons d'une respiration complète. Cela favorise la purification de l'air restant dans les poumons provenant des inhalations précédentes, oxygénant ainsi le sang de manière plus complète. De plus, la respiration ainsi retenue recueille tous les déchets, et lorsque l'expiration est ensuite effectuée vigoureusement, ces déchets sont expulsés, laissant les poumons propres, de la même manière qu'un purgatif efficace peut nettoyer les intestins. Les yogis recommandent cet exercice pour les troubles de l'estomac, du foie et du sang, affirmant qu'il est également utile pour traiter la mauvaise haleine, qui provient souvent de poumons mal ventilés. Pour le pratiquer, suivez ces étapes. Debout, avec le corps bien droit. Inspirez profondément une respiration complète. Retenez l'air aussi longtemps que possible sans désespoir. Expirez vigoureusement par la bouche. Il peut être difficile de retenir la respiration au début, mais avec un peu de pratique, la rétention deviendra plus facile et durable. Vous pouvez utiliser une montre pour mesurer les résultats. La stimulation des cellules pulmonaires vise à stimuler les alvéoles des poumons.
Les débutants doivent le pratiquer très progressivement, car il peut provoquer un léger étourdissement au début. Si vous vous sentez étourdi en le pratiquant, il est préférable de suspendre l'exercice et de marcher lentement pour surmonter le vertige. Pour effectuer cet exercice, suivez ces étapes. Debout, le corps bien droit et les mains sur les côtés. Inspirez lentement et progressivement. Pendant l'inspiration, tapotez doucement votre poitrine avec l'extrémité de vos doigts, en la parcourant sur toute sa longueur. Lorsque vos poumons sont pleins, retenez la respiration et tapotez votre poitrine avec les paumes de vos mains. Une fois ces étapes terminées, effectuez la respiration purificatrice. La dilatation des côtes est un exercice visant à exercer occasionnellement les côtes pour maintenir leur élasticité. L'habitude occidentale de se tenir debout ou assise incorrectement peut réduire l'élasticité des côtes. Pour effectuer cet exercice, suivez ces étapes. Debout, le corps bien droit, placez vos mains des deux côtés du corps, aussi près que possible des côtes, avec les pouces pointés vers l'arrière. Les paumes des mains sur les côtés de la poitrine et les doigts sur les pectoraux. Deuxième exercice, l'expansion thoracique. En raison de l'inclinaison du corps vers l'avant et vers le bas à laquelle la plupart des emplois sédentaires nous contraignent, la poitrine a tendance à se rétrécir et à perdre de sa vigueur. Cet exercice est excellent pour rétablir des conditions naturelles et obtenir une expansion thoracique normale et saine. Debout, avec le corps bien droit. Inspirez profondément une respiration complète. Retenez l'air. Étendez les bras vers l'avant avec les poings fermés jusqu'au niveau des épaules. Étendez vigoureusement les poings vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils forment une ligne droite avec les épaules. Expirez vigoureusement par la bouche. Après l'exercice, effectuez la respiration purificatrice. Il est essentiel de pratiquer cet exercice de manière modérée, surtout pour les débutants. L'exercice en marchant. Cet exercice est extrêmement complet car il intègre la tonicité générale des muscles avec les bienfaits de la respiration complète. Marchez à un rythme tranquille, la tête haute, le menton légèrement rentré et les épaules en arrière. Inspirez profondément une respiration complète en comptant mentalement jusqu'à 8, un nombre par pas, en faisant en sorte que l'inspiration dure le temps nécessaire pour faire 8 pas. Ensuite, expirez lentement par les narines en comptant jusqu'à 8, un nombre par pas. Reposez-vous entre les respirations en continuant à marcher, en comptant jusqu'à 8, un nombre par pas. Répétez l'exercice jusqu'à ce que vous ressentiez de la fatigue, puis reposez-vous pendant quelques minutes et reprenez l'exercice. Ensuite, effectuez la respiration purificatrice. Une autre version tout aussi efficace de cet exercice consiste à le pratiquer en retenant la respiration tout en comptant 1, 2, 3, un nombre par pas, entre les indications 2 et 3. Cet exercice peut être effectué plusieurs fois par jour. L'exercice matinal. Cet exercice est extraordinaire pour commencer la journée en activant et en dérouillant les muscles inférieurs et le système respiratoire. Debout, avec le corps bien droit, la tête haute, les yeux dirigés vers l'avant, les épaules en arrière, les genoux serrés et les mains sur les côtés. Soulevez lentement le corps sur la pointe des pieds tout en inspirant profondément et vigoureusement. Retenez la respiration quelques instants en maintenant la position. Redescendez lentement à la position de départ en expirant lentement par les narines en même temps. Terminez l'exercice avec la respiration purificatrice. Cet exercice peut être effectué sans utiliser réellement un bâton, il suffit de serrer fermement les poings. Les personnes souffrant de problèmes circulatoires devraient pratiquer cet exercice quotidiennement, en le combinant avec la respiration purificatrice. Les 6e et 7e exercices peuvent être réalisés ensemble, l'un après l'autre, chaque matin. Chapitre 12, 7 autres exercices. Dans ce chapitre, nous décrirons 7 autres exercices de respiration provenant de l'Orient, différents les uns des autres et ayant des objectifs variés. Chacun devra déterminer quel de ces exercices convient le mieux à ses besoins spécifiques. Bien qu'ils soient appelés exercices mineurs, il ne faut pas croire qu'ils sont peu importants. En effet,
bien que moins généraux que ceux déjà expliqués, ces exercices peuvent s'avérer très bénéfiques. Pour souligner l'importance de ces exercices, il convient de noter qu'en Orient, il n'est pas rare de trouver des livres consacrés exclusivement à ces 7 exercices. Si tu investis encore en marchand de biens ou en immobilier locatif, c'est déjà terminé. Il existe une solution. Exercice numéro 1. Debout, les mains le long du corps. Inspirez profondément une respiration complète. Levez lentement les bras en les maintenant fermes jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au-dessus de la tête. Retenez votre respiration pendant quelques instants. Abaissez lentement les mains sur les côtés en expirant doucement. Terminez l'exercice en pratiquant la respiration purificatrice. Exercice numéro 2. Debout, les bras étendus vers l'avant. Inspirez profondément une respiration complète et retenez-la. Ramenez lentement les bras horizontalement vers l'arrière aussi loin que possible. Revenez lentement à la position de départ en répétant plusieurs fois ces mouvements tout en retenant la respiration. Exhalez vigoureusement par la bouche. Terminez l'exercice en pratiquant la respiration purificatrice. Exercice numéro 3. Debout, les bras étendus vers l'avant. Inspirez profondément une respiration complète. Déplacez lentement et circulairement les bras vers l'arrière plusieurs fois, en alternant le mouvement comme les pales d'un moulin à vent, tout en retenant la respiration. Exhalez vigoureusement par la bouche. Terminez l'exercice en pratiquant la respiration purificatrice. Exercice numéro 4. Allongez sur le ventre, les mains sur les côtés et les paumes appuyées légèrement ouvertes sur le sol. Inspirez profondément une respiration complète et retenez-la. En gardant le corps rigide, soulevez-vous en vous appuyant sur vos bras jusqu'à ce que tout le poids du corps repose sur les mains et les orteils, comme si vous rampez. Revenez à la position de départ plusieurs fois. Exhalez vigoureusement par la bouche. Terminez l'exercice en pratiquant la respiration purificatrice. Exercice numéro 5. Debout, les paumes des mains appuyées contre un mur à la hauteur des épaules. Inspirez profondément une respiration complète et retenez-la. Approchez la poitrine du mur, en reposant le poids du corps sur les paumes des mains. Éloignez votre corps du mur en utilisant la force des bras tout en retenant la respiration. Exhalez vigoureusement par la bouche. Terminez l'exercice en pratiquant la respiration purificatrice. Exercice numéro 6. Debout, les mains appuyées sur la taille, les coudes vers l'extérieur. Inspirez profondément une respiration complète et retenez-la. Gardez les jambes et les hanches fermes, inclinez le buste vers l'avant comme si vous faisiez une révérence, tout en expirant lentement. Revenez à la position de départ et effectuez une respiration complète. Inclinez le torse vers la droite en expirant lentement. Revenez à la position de départ en effectuant une respiration complète. Inclinez le torse vers la gauche en expirant lentement. Revenez à la position de départ en effectuant une respiration complète. Terminez l'exercice en pratiquant la respiration purificatrice. Exercice numéro 7. Debout ou assis, le corps droit. Effectuez une respiration complète, mais au lieu de la faire de manière continue, inspirez par intermittence en courtes inspirations rapides et fréquentes, comme si vous inhaliez des sels aromatiques ou de l'harmonie et que vous ne vouliez pas absorber une quantité excessive. Retenez l'inspiration pendant quelques secondes. Expirez par les narines en une longue expiration. Terminez l'exercice en pratiquant la respiration purificatrice. Chapitre 13, Vibration et respiration rythmique. L'essentiel de la respiration rythmique réside dans l'image mentale du rythme. Ceux qui connaissent un peu la musique comprendront la notion de temps. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ils pourront acquérir la notion de rythme en observant la marche d'un régiment, où chaque soldat marche au rythme de son propre cœur battant à un tempo déterminé. Le battement cardiaque varie légèrement d'une personne à l'autre, et l'unité de battement de chaque individu doit être son module rythmique dans la respiration rythmique. Pour connaître le rythme normal de son propre cœur,
il suffit de placer les doigts sur le pouls, de se détendre et de compter jusqu'à 6 2 fois jusqu'à ce que le rythme soit fixé dans l'esprit. Avec un peu de pratique, on sera facilement conscient de son propre rythme. Les débutants respirent généralement pendant 6 battements, mais avec de la pratique, ils pourront augmenter ce nombre. La règle fondamentale de la respiration rythmique est que les unités d'inspiration et d'expiration doivent être égales entre elles, tandis que celles de rétention doivent être la moitié du nombre utilisé pour l'inspiration et l'expiration. L'exercice de respiration rythmique décrit ci-dessous doit être maîtrisé complètement, car il forme la base de nombreux autres exercices que nous décrirons plus tard. Assis droit dans une position confortable de manière à ce que la poitrine, le cou et la tête soient aussi proches d'une ligne droite que possible, les épaules en arrière et les mains reposant sur les genoux. Inspirez lentement une respiration complète en comptant jusqu'à 6 battements. Retenez l'air dans les poumons en comptant 3 battements. Exhalez lentement par le nez en comptant jusqu'à 6 battements. Comptez 3 battements avant de reprendre l'inspiration. Répétez l'exercice plusieurs fois. Une fois la respiration rythmique terminée, pratiquez la respiration purificatrice qui reposera et nettoiera les poumons. Avec la pratique, vous pourrez augmenter la durée des inhalations et exhalations jusqu'à 15 battements. Il est important de se rappeler que le temps de rétention entre les respirations doit être la moitié du temps d'inspiration et d'expiration. Ne vous précipitez pas pour augmenter la durée de la respiration, car le corps doit s'habituer progressivement. La clé réside dans l'acquisition du rythme, qui est plus important que la durée de la respiration. Après quelques semaines de pratique, le corps se sentira comme un instrument parfaitement accordé. Cet exercice nécessite de la pratique et de la persévérance, mais la satisfaction de voir les progrès réalisés en vaut la peine. Le yogi est l'individu le plus patient et persévérant au monde, et ses réalisations étonnantes découlent en grande partie de ses qualités. Nous pouvons tous travailler pour acquérir ces vertus. Chapitre 14, Phénomène de la respiration rythmique. Sauf les instructions sur la respiration rythmique, la plupart des exercices que nous avons vus jusqu'à présent sont liés au plan physique. Cependant, il convient de rappeler que leur véritable objectif dans la culture orientale est de fournir une base substantielle pour les plans psychiques et spirituels. Il ne faut pas séparer complètement ces deux plans, car un corps sain est une condition essentielle pour un esprit sain. Le corps est le temple du principe d'individuation, la lampe dans laquelle brille la lumière de l'esprit. Négliger l'un de ces plans est une erreur qui doit être corrigée rapidement, car cela entraîne toujours des conséquences très négatives. Nous allons maintenant nous pencher sur l'aspect psychique de la science yogique et de la respiration, en expliquant une série d'exercices correspondants. Chaque exercice de respiration rythmique s'accompagne de la recommandation de diriger la pensée vers l'objectif recherché. Cette attitude mentale est essentielle pour atteindre les objectifs fixés. Il n'est pas nécessaire de creuser profondément dans le sujet du pouvoir de la volonté dans cette œuvre, mais il convient de noter que, pour l'Orient, l'obstacle principal à la réalisation d'un objectif réside dans les entraves de l'esprit lui-même, et non dans les difficultés physiques ou contextuelles. Instruction générale pour la respiration psychique. La base de la respiration psychique est la respiration rythmique. Pour éviter des répétitions inutiles dans les pages suivantes, nous vous dirons simplement comment respirer de manière rythmique et ajouterons l'instruction concernant le pouvoir de la volonté, dirigée et opérant en harmonie avec les vibrations de la respiration rythmique. Quand j'ai commencé à vouloir accompagner les autres avec des outils de coaching et de mieux-être, j'ai commis toutes les erreurs possibles. Passer des heures à créer du contenu sur les réseaux sociaux que personne ne regarde. Courir les événements pour essayer de glisser des cartes de visite ou des tracts à des personnes non intéressées. À créer un site internet qui ne m'a jamais amené un seul client. Je tentais de vendre mes services à l'heure pour une bouchée de pain à des personnes non motivées et qui annulaient une fois sur deux leur rendez-vous au dernier moment. Je passais enfin des heures dans ma voiture pour tenter de les rejoindre et ça me coûtait plus cher en essence que ce que j'étais rémunéré en réalité. Toutes ces erreurs concernaient mon moi du passé, le Olivier qui... Peu de temps après avoir pratiqué cet exercice, vous remarquerez qu'il n'est pas nécessaire de compter après la première respiration rythmique, car votre esprit aura acquis la notion du temps et du rythme, et vous pourrez respirer automatiquement de cette manière.
Ensuite, votre esprit sera clair pour la projection des vibrations psychiques sous la direction de la volonté. La distribution de prana, allongée sur le sol ou sur un tapis, les muscles détendus, les mains au niveau du plexus solaire, où les côtes commencent à s'écarter, respirez de manière rythmique. Ensuite, concentrez-vous sur le fait que chaque inspiration extrait davantage de prana ou d'énergie vitale du dépôt universel, qui est reçu par le système nerveux et stocké dans le plexus solaire. À chaque inspiration, concentrez-vous sur la distribution du prana dans tout le corps, atteignant les organes, les muscles, les nerfs, les artères, les veines, les cellules et les atomes de la tête aux pieds pour dynamiser et stimuler le système nerveux et l'organisme. Le soulagement de la douleur, allongé ou assis en position droite, respirez de manière rythmique tout en représentant l'inhalation et le stockage du prana. Après plusieurs respirations et avoir stocké une quantité suffisante de prana dans le plexus solaire, envoyez-le vers la zone douloureuse pour rétablir la circulation sanguine et la force du courant nerveux. Inhalez davantage de prana pour expulser la sensation douloureuse et, en expirant, maintenez le prana dans la partie douloureuse. Le rétablissement de la circulation, allongé ou assis en position droite, respirez de manière rythmique. Avec les expirations, dirigez la circulation vers la partie que vous souhaitez réactiver ou revitaliser. Cet exercice de respiration est infaillible en cas de pieds froids et de maux de tête. Ces exercices psychiques doivent être pratiqués avec attention et persévérance, en se concentrant sur l'objectif mental. Ils sont essentiels pour développer la dimension psychique de la science yogique. Dans le premier cas, le sang dirigé vers les pieds les réchauffe, tandis que dans le second, la pression excessive qui pèse sur le cerveau est soulagée. Il est facile de ressentir la sensation de chaleur dans les jambes à mesure que le sang descend, ce qui est utile pour démontrer que la circulation peut être, du moins en partie, contrôlée et dirigée par la volonté. L'auto-guérison, allongée avec les muscles détendus, respirez de manière rythmique et concentrez-vous sur l'inspiration et le stockage d'une grande quantité de prana. Ensuite, envoyez-le à la partie affectée dans le but de la stimuler. Avec les expirations, dirigez-le dans la direction souhaitée en vous concentrant sur le soulagement de la douleur ou de la maladie. Pendant cet exercice, passez vos mains sur le corps, en partant de la tête jusqu'à la zone affectée. Tout au long du mouvement, maintenez mentalement l'image que le prana coule le long de vos bras et pénètre dans le corps jusqu'à la partie malade, la guérissant. En pratique, seules des instructions générales sont possibles dans ce livre. Néanmoins, avec l'entraînement, cet exercice peut être légèrement adapté aux conditions spécifiques d'une maladie, produisant des résultats extraordinaires. Une autre façon de réaliser cet exercice consiste à placer les deux mains sur la zone affectée et à effectuer la respiration rythmique tout en visualisant le prana en train de remplacer la maladie, comme si vous pompiez de l'eau sale pour la remplacer par de l'eau propre. La guérison des autres, nous donnons ici des instructions claires et simples qui peuvent vous habiliter à guérir les autres. Le principe essentiel à retenir est qu'à travers la respiration rythmique et la création d'images mentales, une quantité considérable de prana peut être absorbée et transmise à l'organisme d'une autre personne, stimulant ainsi les organes affaiblis pour éliminer la maladie et rétablir la santé. La maîtrise de la génération de l'image mentale du prana circulant le long des bras et des doigts jusqu'au corps du patient est essentielle. Avec un rythme respiratoire parfaitement établi, placez vos mains sur le corps du patient, les laissant reposer légèrement sur la zone affectée. Suivez ensuite le processus de pompage décrit dans l'exercice précédent, en remplissant le patient de prana et en visualisant mentalement la maladie en train d'être éliminée. À intervalles réguliers, soulevez vos mains et secouez vos doigts comme si vous éliminiez la maladie. Après avoir terminé le traitement, il est essentiel de bien vous laver les mains et de pratiquer la respiration purificatrice plusieurs fois, car sans cette précaution, vous pourriez contracter la maladie du patient. Il est préférable de placer les mains directement sur la peau nue, mais lorsque cela n'est pas pratique ou possible, placez-les sur les vêtements. À intervalles réguliers, vous pouvez tapoter doucement le corps traité avec le bout des doigts légèrement espacés. Dans les cas chroniques, les commandes mentales peuvent être exprimées verbalement, bien que cela doive être utilisé exceptionnellement et jamais par des débutants.
Nous exposons ici les principes généraux qui peuvent être appliqués de 100 manières différentes, pourvu que l'opérateur soit conscient que ce n'est pas son propre pouvoir qui accomplit la guérison, mais le pouvoir universel qui réside en lui. Vous pouvez varier et être créatif dans l'application de ces principes généraux. La guérison à distance, le prana peut être projeté vers des personnes absentes qui souhaitent le recevoir. C'est le secret de la guérison à distance dont on a beaucoup parlé ces dernières années dans le monde occidental. La pensée du guérisseur émet le prana et le projette jusqu'à ce qu'il atteigne l'organisme psychique du patient. Pour réaliser une guérison à distance, forgez une image mentale du patient jusqu'à ce que vous vous sentiez en contact avec lui. Une fois que la relation mentale est établie, dites-lui que du prana lui sera envoyé dans le but de soulager sa douleur et sa maladie. Ensuite, imaginez que le prana quitte votre esprit à chaque expiration de la respiration rythmique et atteint instantanément le patient pour le guérir. Il n'est pas nécessaire de fixer une heure pour le traitement. Bien qu'il ne soit pas contre-productif de le faire, l'état réceptif du patient, qu'il soit conscient ou non de la guérison à distance en cours, le met en position de recevoir les vibrations transmises à tout moment par l'opérateur. La pensée de la personne qui va guérir émet et modifie son prana, et celui-ci parcourt rapidement l'espace comme un éclair pour se loger dans le mécanisme psychique du patient. Il est invisible et, telles les ondes de Marconi, traverse les obstacles qui lui sont imposés pour trouver la personne indiquée pour le recevoir. Pour guérir des personnes à distance, vous devez former une image mentale d'elle jusqu'à ressentir une communication harmonieuse avec elle. C'est un processus psychique subordonné à la puissance magnétique du guérisseur. Vous pouvez vous rendre compte lorsque l'harmonie est établie, car cela se manifeste par une sensation de synchronicité. Nous avons décrit tout cela de la manière la plus claire possible. Cette capacité peut être acquise avec un peu de pratique, et certains y parviennent dès la première tentative. Lorsque la communication harmonieuse est établie, dites mentalement au patient, « Je vous envoie un approvisionnement de force vitale et de puissance qui vous renforcera et vous guérira. » Ensuite, imaginez le prana sortant de votre esprit avec chaque expiration de la respiration rythmique, voyageant instantanément dans l'espace, atteignant le patient et le guérissant. Il n'est pas nécessaire de fixer des heures spécifiques pour le traitement, bien que cela puisse être fait si vous le souhaitez. Étant donné que le patient est dans un état réceptif et attend la force psychique qui lui sera envoyée, il recevra les vibrations transmises à tout moment où l'opérateur les enverra. Si des horaires fixes sont établis, le patient doit adopter une attitude de réceptivité et d'abandon. Ce qui précède est le grand principe sur lequel repose le traitement à distance dans le monde occidental. Avec un peu de pratique, vous pouvez accomplir ces choses tout comme les magnétiseurs les plus réputés. Chapitre 15, quelques autres phénomènes de la respiration psychique du yogi. Projection de la pensée, il est possible de projeter la pensée en utilisant la méthode déjà mentionnée pour la guérison à distance. La personne ciblée ressentira l'effet de la pensée transmise de cette manière. Cependant, il est essentiel de se rappeler que des pensées malveillantes ne peuvent jamais nuire à autrui, car les pensées positives sont toujours positives pour les mauvaises, et les mauvaises sont toujours négatives pour les bonnes. Vous pouvez tout de même éveiller l'intérêt et l'attention d'une autre personne en lui envoyant des ondes de pensée chargées de prana avec des intentions pures. Bonjour, bienvenue sur Fiverr. Une plateforme mondiale mettant en relation des particuliers et des entreprises avec des experts freelance offrant des milliers de services digitaux. Conception graphique, développement web, montage vidéo, ou encore marketing e-commerce. Pour tous ces types de services, il y a un freelance professionnel prêt à réaliser votre projet. Filtrez votre recherche par type de service, votre budget et délai, et boum, le tour. Cependant, il ne faut jamais essayer d'influencer autrui pour lui nuire, ou par des motifs impurs ou égoïstes, car de telles pensées sont repoussées avec une force double vers l'émetteur, le blessant, sans affecter en rien la personne innocente visée. La force psychique est bonne lorsqu'elle est utilisée à des fins positives, mais il faut se méfier de la magie noire et des utilisations inappropriées et perverses, car cela équivaudrait à jouer avec une dynamo, et quiconque agirait ainsi recevrait certainement une punition résultant de son propre acte. Cependant,
aucune personne malveillante ne peut acquérir un pouvoir psychique de haut niveau. Un cœur et un esprit pur forment une protection invincible contre les pouvoirs psychiques mal orientés. Si nous restons purs, rien ne pourra nous nuire. Formation de l'aura. Pour se protéger des influences nuisibles de personnes malveillantes, il est conseillé de respirer de manière rythmique plusieurs fois pour accumuler du prana, puis d'utiliser la méthode de l'image mentale pour projeter une aura de prana qui vous protégera contre les influences perturbatrices des autres. Auto-revitalisation. Pour revitaliser rapidement votre organisme, placez vos pieds bien droits avec une posture naturelle et serrez les doigts de vos mains pour éviter toute fuite de prana par les extrémités. Respirez de manière rythmique quelques fois, et vous ressentirez immédiatement une revitalisation. Revitaliser autrui. Pour revitaliser quelqu'un, asseyez-vous face à lui, avec les pieds et les mains en contact mutuel. Ensuite, respirez tous les deux de manière rythmique, en formant l'image mentale d'envoyer du prana dans le corps de l'autre, tandis que le patient forme l'image mentale de le recevoir. Revitaliser quelqu'un n'implique aucune diminution de la quantité ou de la qualité du prana du revitalisateur. Les personnes ayant une vitalité faible ou une volonté passive doivent faire attention à qui elles effectuent cet exercice, car le prana d'une personne mal intentionnée peut être altéré par les pensées de cette personne et peut exercer une influence temporaire sur la personne plus faible. Cependant, cette influence peut être facilement évitée en fermant le circuit de la manière précédemment décrite, puis en respirant de manière rythmique pendant un moment, en terminant par la respiration purificatrice. Chargement de l'eau avec du prana. L'eau peut être chargée avec du prana en utilisant la respiration rythmique. Tenez un verre d'eau par le bas dans une main et agitez doucement les doigts de l'autre main sur l'eau, comme si vous y déposiez des gouttes provenant de la pointe de vos doigts. Pendant ce processus, projetez mentalement l'image du transfert de prana dans l'eau. L'eau ainsi chargée est un excellent stimulant pour les personnes faibles ou malades, en particulier si vous accompagnez cela d'une pensée de santé lors du transfert de prana. Toutefois, l'avertissement donné dans l'exercice précédent s'applique ici également. Bien que le danger soit beaucoup moindre, il subsiste. Pour minimiser ces risques, les facultés mentales et morales doivent être développées. Vous pouvez éduquer et cultiver les qualités mentales et morales grâce à l'exercice de la volonté. Si, pendant la respiration rythmique, vous maintenez l'image mentale de ce que vous souhaitez, cela peut vous aider à conserver votre équilibre. Le contrôle de soi, l'augmentation du pouvoir, etc., tout cela peut être éduqué de cette manière, et les défauts peuvent être éliminés en cultivant leur opposé. Pour l'éducation et le développement des qualités mentales et morales, l'exercice général suivant est recommandé. Assis ou debout, représentez les qualités que vous souhaitez cultiver. Ensuite, respirez de manière rythmique tout en maintenant fermement l'image mentale autant que possible, en imaginant des actions concrètes en accord avec l'idéal que vous avez en tête. En peu de temps, vous observerez une croissance graduelle et naturelle vers cet idéal. Pour acquérir des qualités physiques, les mêmes méthodes que celles utilisées pour développer des qualités mentales et morales peuvent être appliquées. Bien sûr, un homme de petite taille ne pourra pas augmenter significativement sa taille, et il n'est pas possible de récupérer un membre amputé ou d'accomplir d'autres miracles similaires. Cependant, il est possible d'améliorer considérablement l'expression faciale et les caractéristiques physiques générales. Beaucoup de changements, en particulier ceux liés à l'expression du visage, sont en réalité le résultat de changements mentaux ou moraux, car l'expression d'une personne sage n'est pas la même que celle d'un insensé. De même, la posture d'une personne consciente des lois harmonieuses de l'univers diffère de celle d'un ignorant. Pour renforcer une partie du corps, concentrez votre attention sur cette partie et respirez de manière rythmique, en maintenant l'image mentale de l'envoi d'une plus grande quantité de prana ou d'énergie nerveuse vers cette zone pour accroître sa vitalité. Cette méthode peut être appliquée avec la même efficacité à n'importe quelle partie du corps que vous souhaitez renforcer. Pour maîtriser et contrôler les émotions négatives telles que la peur, la tristesse, la haine, etc., ces émotions sont sous le contrôle de la volonté. Elles peuvent être dominées et contrôlées par la volonté, en se connectant à la vitalité transcendante du prana. Pour surmonter les émotions négatives,
Respirez de manière rythmique tout en concentrant votre attention sur le plexus solaire. Forgez ensuite l'image mentale que les émotions négatives se dissipent lors de l'expiration. Répétez cet exercice 7 fois, en terminant par une respiration purificatrice, et vous atteindrez immédiatement la sérénité. Respirez de manière rythmique en concentrant votre attention sur le plexus solaire et en lui transmettant mentalement l'ordre de la santé. Donnez cet ordre mentalement avec force au moment de l'expiration, puis forgez l'image mentale que les émotions désagréables sont expulsées avec la respiration pendant cet cycle, en terminant par une respiration purificatrice. Vous remarquerez comment vous vous sentez mieux. L'ordre doit être donné avec ferveur, car la froideur n'aura pas d'effet. Transmettre l'énergie reproductrice, les yogis possèdent une grande connaissance de l'utilisation et de l'abus du principe reproducteur des deux sexes. Certaines parties de cette connaissance ésotérique ont été diffusées et utilisées par des écrivains occidentaux, faisant ainsi beaucoup de bien. Dans ce petit livre, nous ne pouvons qu'effleurer le sujet, en sautant de nombreux détails, et en nous contentant d'une brève mention de la théorie. Nous allons donner un exercice pratique de respiration grâce auquel l'étudiant peut transmuter l'énergie reproductrice en vitalité pour l'ensemble de l'organisme, au lieu de la dissiper ou gaspiller dans des excès luxurieux, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ses devoirs matrimoniaux. L'énergie reproductrice est une énergie créatrice qui peut être utilisée pour renforcer le système et transmuter en force et vitalité, au service de la régénération plutôt que de la dégénération. Si la jeunesse du monde occidental comprenait ces principes, elle épargnerait beaucoup de malheur et de misère à l'avenir et serait plus forte sur le plan mental, moral et physique. Cette transmutation de l'énergie reproductrice apporte une grande vitalité à ceux qui la pratiquent. This AI tool will take your idea and create a complete book, complete with design, images, layout, everything, including the content, literally in a few minutes. Watch this. So I'm using Designer, which will import content from your blog, from a Google Doc or a Word doc or even a YouTube, depending on the plan you choose. For now, I'm going to use WordGenie, the AI feature. So all I need to do is give it an idea and then click on Next. And then just tell WordGenie what audience am I targeting my book towards. Then it'll just show me a selection of titles, which I'll just choose one that catches my eye. Then it'll suggest the outline for my book, which I'm free to edit as I see fit. And now the magic happens. It will generate the full content of the ebook ready for me to edit, tweak and tune. And obviously I want to make it my own so it comes across and reads really, really well. And so from here now it's saved as a draft, or I can simply choose a template. And there are hundreds of templates to choose from, and all of these are totally customizable. You can change anything, the images, the style, any of the text, whatever you want. So this one looks perfect for my niche, passion, grit and success. All these images can be changed once I'm in the editor, and I can see I could do worksheets, I could do all sorts within this template. So now you can see all my content from my draft has been pulled into this template, and all the content's been laid out into single column, double column, images have been put in the right place. But of course I can now customize and change anything. So if I don't like a chapter heading page, perhaps that image doesn't work for me, I can search my inbuilt image search tool and just select another image and it will just load it just like that. Any adjustments to the layout, to the style, I can just do with a couple of clicks. On the right you can see all my navigation there all laid out, and again just changing images just a few clicks, including the layout. If I don't want a double column layout and I want a single column, then I can just change it. And of course I could do that manually as well, but it's a lot faster to use the inbuilt presets that are all set up, because within a few minutes I've got my whole ebook all done and ready for publishing. So all that's left now for me to click publish, and it produces this beautiful PDF all ready to go. Or I can just click another button and select Flipbook, and I've got a Flipbook which I can share with my audience. Designer is a well-established software company with over 320,000 customers, over 70 countries now. We're the leading ebook designer since 2016. We've won awards. We have hundreds and hundreds of 5-star reviews on Trustpilot, Capterra, GetApp, Software Advice, and all of them. So why not join Designer? Click the link below to learn more. Ils seront remplis d'une force vitale qui rayonnera en eux et se manifestera en eux, ce que l'on a appelé le magnétisme personnel. L'énergie ainsi transmutée peut être utilisée à d'autres fins avec grand profit.
La nature a concentré l'une de ses manifestations les plus puissantes de prana dans l'énergie reproductrice, car son but est de créer une somme considérable de force vitale. Cette énergie se concentre dans une petite zone, les organes reproducteurs sont la batterie la plus puissante accumulée dans la vie animale. On peut utiliser leur force autant qu'on peut la dépenser dans les fonctions ordinaires de reproduction, ou la gaspiller. Pour la plupart de nos étudiants, cela constitue une introduction aux théories de la régénération, et nous en avons assez exposé les faits sans chercher à les prouver. L'exercice yogi pour transmuter l'énergie reproductrice est très simple. Il est associé à la respiration rythmique et peut être pratiqué facilement, de préférence lorsque vous ressentez le désir sexuel le plus intense, car c'est à ce moment que la force reproductrice est la plus active et peut être transmutée pour des fins de régénération. L'exercice est le suivant, gardez l'esprit concentré sur l'idée d'énergie, en éloignant les images ou pensées sensuelles communes. Si de telles pensées vous viennent à l'esprit, ne soyez pas découragés, mais considérez-les comme des manifestations d'une force que vous essayez d'utiliser pour renforcer le corps et l'esprit. Debout ou assis avec le dos droit, concentrez-vous sur l'idée de faire monter l'énergie reproductrice vers le plexus solaire, où elle sera transmutée et accumulée comme une force régénératrice de vitalité. Ensuite, respirez de manière rythmique en imaginant que, à chaque inspiration, l'énergie reproductrice monte. À chaque inspiration, dirigez mentalement cette énergie depuis les organes de reproduction jusqu'au plexus solaire. Si vous établissez parfaitement le rythme et que l'image mentale est claire, vous sentirez l'énergie monter et son effet stimulant. Si vous souhaitez augmenter votre force mentale, vous pouvez faire monter l'énergie jusqu'au cerveau au lieu de la diriger vers le plexus solaire. Pour ce faire, donnez mentalement l'ordre de faire monter l'énergie dans le cerveau à chaque inspiration. L'homme ou la femme qui réalise des œuvres créatives, qu'elles soient mentales ou corporelles, peut utiliser cette énergie reproductrice dans son travail en pratiquant l'exercice précédent, en faisant monter l'énergie à l'inspiration et en la dirigeant là où elle est nécessaire à l'expiration. Dans ce dernier exercice, seule la quantité nécessaire à l'œuvre passera, le reste restera stocké dans le plexus solaire. Naturellement, vous comprendrez que ce ne sont pas les fluides de reproduction qui sont dirigés vers le haut et utilisés, mais l'énergie pranique éthérique qui les anime, c'est-à-dire l'âme de l'organe reproducteur. On a coutume de pencher légèrement la tête vers l'avant avec naturellement et sans effort pendant l'exercice de la transmutation. Pour stimuler le cerveau, les yogis ont trouvé un exercice très utile. Il favorise l'activité cérébrale, la clarté de la pensée et de la réflexion. Son effet est étonnant pour éclaircir les idées et tonifier le système nerveux. Ceux qui se consacrent à des travaux mentaux trouveront cet exercice très bénéfique pour améliorer leur travail et pour leur fournir un moyen de rafraîchir et de dégager leur esprit après un travail mental ardu. Asseyez-vous en position droite, la colonne vertébrale bien redressée, les yeux fixés vers l'avant et les mains reposant sur le dessus de vos cuisses. Respirez de manière rythmique, mais au lieu de le faire par les deux narines comme dans les exercices précédents, appuyez le pouce de votre main gauche sur le côté gauche de votre nez et inspirez par la narine droite. Retirez le pouce pour fermer la narine droite avec l'index de la même main et expirez par la narine gauche. Ensuite, sans retirer le doigt du côté droit, inspirez par la narine gauche et remettez les doigts dans la position initiale, en expirant par la droite. Continuez à alterner ainsi entre les deux narines, inspirant par une et expirant par l'autre, et inversement. Gardez toujours l'autre narine fermée pendant le processus. Cette technique représente l'une des formes les plus anciennes de la respiration yogique, et en raison de son importance et de sa valeur, il est essentiel de la maîtriser. Il est amusant de constater que, pour de nombreux lecteurs occidentaux, cette méthode est souvent présentée comme le secret complet de la respiration yogique. Dans l'esprit de nombreux occidentaux, la respiration yogique se résume à l'image d'un hindou assis en position droite alternant la respiration entre les narines, mais ce n'est rien de plus que cela. Nous espérons que cette brève explication ouvrira les yeux du monde occidental sur les vastes horizons de la respiration yogique et sur les nombreuses applications pour lesquelles elle peut être utilisée. La grande respiration psychique yogique est une forme préférée de respiration psychique pratiquée par les yogis de temps à autre.
Ils lui ont donné un nom en sanskrit, dont l'équivalent général est celui qui sert d'épigraphe à ce livre. Nous avons délibérément laissé cet exercice pour la fin, car il suppose que l'étudiant maîtrise déjà la respiration rythmique et la formation d'images mentales, ce que vous avez sans aucun doute acquis en lisant ces lignes. Les principes généraux de la grande respiration peuvent être résumés par l'ancien proverbe hindou, « Béni soit le yogi qui peut respirer à travers ses os ». Cet exercice remplira tout votre système de prana. Salut entrepreneur, si je te dis que tu peux facilement ajouter entre 100 000 et 800 000 euros par an. Après l'avoir pratiqué consciencieusement, vous vous sentirez comme si vous aviez un corps fraîchement créé, de la tête aux pieds. Pour pratiquer cet exercice, allongez-vous dans une position confortable et détendue. Respirez de manière rythmique jusqu'à ce que le rythme soit parfaitement établi. Ensuite, inspirez et expirez en formant l'image mentale que la respiration est dirigée à travers les os de vos jambes et expulsée par eux, puis à travers les os de vos bras. Ensuite, dirigez la respiration à travers le sommet de votre crâne, puis à travers votre estomac et les organes de reproduction. Enfin, imaginez que la respiration voyage de haut en bas le long de votre colonne vertébrale et se déplace dans tout le corps, en passant même par tous les pores de la peau, le remplissant de prana et de vie. Après cela, poursuivez en envoyant le flux de prana à travers les 7 centres vitaux en suivant l'ordre donné et en utilisant les images mentales comme dans les exercices précédents. Terminez par la respiration purificatrice. Chapitre 16, la respiration spirituelle. La philosophie orientale nous enseigne que l'homme développera ses capacités latentes à mesure que l'humanité progressera, et qu'à travers des efforts appropriés de la volonté, chaque individu peut contribuer au développement de ses facultés spirituelles en évoluant en tant qu'individu bien plus rapidement que dans le processus ordinaire d'évolution. En d'autres termes, l'homme peut développer des facultés de conscience qui ne deviendront pas la propriété commune de l'humanité avant de nombreux siècles d'évolution graduelle conformément à la loi de l'évolution. Pour le développement de ces facultés spirituelles, la respiration rythmique joue un rôle extrêmement important. La respiration en elle-même n'a pas de vertu mystique, malgré ses résultats étonnants. Mais le rythme produit par une respiration adéquate est tel qu'il met tout l'organisme, y compris le cerveau, en parfaite harmonie, créant ainsi les conditions les plus appropriées au développement des facultés latentes. L'objectif de ce livre n'est pas de plonger profondément dans la philosophie orientale concernant le développement spirituel, car cela nécessiterait plusieurs volumes. Néanmoins, dans ce chapitre, nous donnerons des instructions pour développer 2 aspects de la conscience spirituelle, à savoir la conscience de l'identité de l'âme. La conscience de la relation de l'âme avec la vie universelle. Les 2 exercices que nous décrivons sont simples et consistent en la création d'images mentales tout en pratiquant la respiration rythmique. Il est essentiel de progresser lentement et avec patience, cherchant à grandir comme une fleur, de la graine à la rose. Cependant, au-delà de la lenteur de nos progrès, nous pouvons être sûrs que lorsque viendra le moment de faire un bond en avant, un chemin s'ouvrira pour nous. Comme le dit l'adage, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. La conscience de l'âme, le véritable soi n'est ni le corps ni l'esprit de l'homme. Le véritable soi est l'ego, le principe d'individualisation. Le véritable soi est indépendant du corps qu'il habite et ne dépend pas de l'esprit. Le véritable soi est une goutte de l'océan divin, éternel et indestructible. Il ne peut mourir, car il est l'âme. Chacun de nous est son âme. Le corps peut être abandonné, mais nous ne sommes pas le corps, nous sommes ceux qui abandonnent le corps. L'exercice suivant est la manière la plus simple de méditer sur la nature de ce que nous sommes réellement. Allongez-vous sans tension musculaire, respirez de manière rythmique et méditez sur le véritable vous, en vous rappelant que vous êtes une entité indépendante du corps. Bien qu'il habite le corps, on médite sur le fait que le corps est un instrument, et en tant que tel, il n'est utilisé que lorsque c'est nécessaire. Pendant la méditation, l'existence du corps doit être oubliée, de sorte qu'à un stade avancé de la pratique de l'exercice, il n'y ait plus de conscience du corps physique. À ce stade, la notion d'immortalité surgira fréquemment, et l'individu commencera à montrer des signes de progrès spirituel,
perceptible tant par lui-même que par son entourage. Cependant, il n'est pas non plus recommandé de se plonger excessivement dans la vie spirituelle au détriment du corps, car l'homme est sur terre pour accomplir une mission et a besoin de son corps à cette fin. Ce serait une grave erreur de gaspiller l'opportunité d'acquérir les expériences nécessaires à sa propre perfection ou de manquer de respect envers son propre corps, qui est le temple de l'esprit. La conscience universelle, l'esprit de l'homme est la manifestation supérieure de son âme. Bien qu'il semble être une goutte séparée et distincte, il est en réalité en contact avec l'océan de l'esprit et avec toutes les autres gouttes. Lorsque l'homme développe ses capacités spirituelles, il devient de plus en plus conscient de sa relation avec l'esprit universel. Les sages de l'Orient atteignent cet état de conscience universelle par la méditation associée à la respiration rythmique. Cependant, les instructions détaillées concernant ce type de méditation supérieure ne sont pas nécessaires pour le moment. Tout d'abord, vous devez apprendre et maîtriser parfaitement toutes les techniques décrites dans ce livre. Deuxièmement, il s'agit d'exercices flexibles, et chaque individu doit les découvrir et les pratiquer seul. Néanmoins, nous vous donnerons ci-dessous les étapes de base pour le développement de la conscience universelle. Avec persévérance, chacun cherchera à trouver son propre chemin pour progresser, car la voie est toujours ouverte à ceux qui veulent l'emprunter. Le corps doit être en position allongée, détendu sans tension musculaire. Pratiquez la respiration rythmique jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle et inconsciente. Ensuite, méditez sur l'existence de l'individualité comme une goutte dans l'océan de la conscience universelle qui anime et soutient tout. Créez mentalement l'image d'une marée qui est déplacée par des forces bien supérieures à elle-même à chaque expiration et inspiration. Essayez de participer à ces forces qui résident en chaque âme. Ces exercices de méditation laissent à ceux qui les pratiquent un sentiment d'élévation et de béatitude spirituelle. Ils doivent être pratiqués avec respect et révérence, et jamais en hâte ou dans des moments où d'autres préoccupations requièrent une concentration adéquate. Instruction générale pour la pratique des exercices supérieurs. Les exercices décrits dans ce chapitre nous plongent dans les mystères de la vie et nécessitent une attitude mentale de respect et de spiritualité. Il ne faut pas traiter ces questions à la légère, car on n'en tirera aucun bénéfice, et cela pourrait être préjudiciable. Stop. Ces exercices sont destinés à un petit nombre de personnes qui sont prêtes à les comprendre. Pendant la méditation, il faut se concentrer sur les idées exposées dans l'exercice jusqu'à ce qu'elles deviennent la manifestation de la conscience réelle en vous. Ces exercices ne doivent pas être pratiqués trop fréquemment, et la béatitude atteinte ne doit pas conduire à détester ou à négliger la vie quotidienne, car la vie quotidienne est également la manifestation des pratiques spirituelles supérieures, et chaque chose a sa place attitrée. Vous découvrirez les étapes nécessaires au fur et à mesure que vous serez prêt à poursuivre votre ascension spirituelle. Continuez votre chemin en regardant vers l'est, là où le soleil se lève, vers la sagesse. Que la paix soit avec vous et avec toutes les manifestations du réel.